Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce live event consacré aux nouvelles frontières de l'enseignement supérieur. Nous avons le plaisir de partager les résultats d'une étude menée par l'EDEC en partenariat avec l'Institut Montaigne. Étude internationale extrêmement intéressante qui a interrogé des citoyens du monde entier, français, anglais, américains, également d'Afrique du Sud et de l'Inde, sur leur perception des enjeux qui concernent l'enseignement supérieur de leur pays, sur la capacité qu'a l'enseignement supérieur à mener les grands défis technologiques, environnementaux, sociétaux, et la capacité qu'a l'enseignement supérieur à amener les nouvelles générations vers les défis qui nous attendent. Pour partager les résultats de cette étude, nous bénéficions du regard croisé de 3 experts que je vais vous présenter. Emmanuel Mété, directeur général de l'EDEC, chemise blanche. Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, chemise blanche et veste noire. Et Bruno Jambard, directeur général d'Opinionway. Pour ma part, je suis Axel Packer, je suis associée au sein du cabinet Bearing Point et j'aurai le plaisir d'animer ces échanges ce matin. J'aurai également le rôle ingrat de rappeler nos intervenants sur le temps afin que nous puissions bénéficier de l'ensemble des thématiques à traiter jusqu'à 9h50. Sans plus tarder, je passe la parole à Bruno Jambard d'Opinionway qui va nous restituer les grands enseignements de cette étude dans les 5 prochaines minutes. À vous, Bruno. Merci Axel. Donc effectivement, je vais vous présenter rapidement un résumé des résultats de cette enquête que vous pourrez retrouver intégralement sur le site internet de l'EDEC avec l'ensemble de ces dimensions. Pour rappeler simplement en introduction qu'elle a été réalisée, comme ça a été précisé, dans 5 pays, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Sud. Elle a été réalisée en janvier dernier, janvier 2020. Simplement, nous avons souhaité, compte tenu du contexte et de la crise que nous venons, réinterroger les habitants de ces mêmes pays sur quelques dimensions. Et ça a été fait après le confinement en France, du mercredi 10 au vendredi 19 juin. Et donc, on a aussi quelques éléments de regard sur ce qu'a pu impacter cette crise du Covid sur les représentations. Alors le premier point que je voudrais mentionner dans cette présentation, c'est le fait qu'il y a évidemment un enseignement supérieur qui a une image plutôt positive hein, dans l'ensemble des pays concernés, mais qui pour autant suscite de fortes attentes. Une image positive parce que vous allez le voir, si les Français sont satisfaits de l'enseignement supérieur pour ceux qui vont à 77%, il y a des attentes qui peuvent être relativement fortes. Il y a aussi des perceptions qui sont assez tranchées. Vous voyez ici sur ce résultat que l'enseignement supérieur est considéré comme intégrant les nouvelles technologies assez largement hein, par 81% des Français comme c'est aussi une éducation perçue comme de qualité par 71% des Français. Là aussi, on retrouve une image positive dans les autres pays. Mais vous le voyez, si on regarde tout en bas, il y a quelques points un petit peu qui sont à améliorer, hein, des points d'amélioration très clairement, et notamment le fait de préparer suffisamment à l'insertion professionnelle. Seuls 41% des Français ont ce sentiment-là. Et là, de ce point de vue-là, la France est en retard par rapport à ce qu'on constate dans d'autres pays. Point aussi qui montre qu'il y a d'attente, c'est que il est intégrant les nouvelles technologies, je l'ai dit hein, assez largement, mais vous avez aussi sur l'accessibilité, seulement 53% des Français qui pensent qu'il est accessible à tous, et là aussi il y a un point probablement d'amélioration, puisque c'est un sujet qui, on le voit, partage un peu plus la population. Le principal atout de l'enseignement en France, de l'enseignement supérieur, c'est, vous allez voir, la diversité des cursus sur le résultat suivant. Des Français pensent que cette diversité des cursus proposés est le principal atout de l'enseignement supérieur français. Et là encore, on retrouve comme atout moins cité le lien avec le tissu économique. Seulement 13% des Français le citent. C'est un peu moins là encore que dans les autres pays. Donc on voit bien que chez nous, c'est un point très clairement d'amélioration.
Et puis, dernier point sur cette partie, la transformation du système d'enseignement supérieur, elle apparaît comme inévitable. Et vous allez voir sur le résultat suivant, à la fois sur les formats d'apprentissage, hein, 87% considèrent que c'est indispensable ou important, aussi sur les programmes enseignés, mais également sur les supports d'apprentissage et dans le rôle de l'enseignant. Donc on voit bien que les Français, comme les habitants des autres pays testés, ont le sentiment qu'on est un peu à la croisée des chemins de ce point de vue-là. Deuxième point, c'est sur le digital dans l'enseignement supérieur. Et là aussi, c'est intéressant de noter qu'il n'y a pas de grand débat, hein. La digitalisation de l'enseignement supérieur est perçue comme positive. Alors elle est perçue comme positive d'abord parce que pour 87% des Français, comme pour les habitants des autres pays, la digitalisation de l'enseignement supérieur, c'est une bonne chose. Et vous voyez, certes, la France est un peu en dessous en termes de mesures sur ce critère-là, mais c'est vraiment très largement perçu positivement. Autre point, c'est que les 2 tiers des personnes interrogées jugent positif l'enseignement, je dirais, qu'ils ont reçu à distance pendant le confinement. En tout cas, ils ont un regard positif sur ce qui s'est passé. Alors c'est vrai, évidemment, de ceux qui l'ont vécu, vrai des parents aussi qu'on a interrogés. Et ça, c'est aussi un élément intéressant. Il y a quand même une expérience qui s'est révélée relativement à cette occasion. Et donc et quelque chose qui renforce ce sentiment. Le troisième point aussi, c'est que c'est un moteur puissant de transformation, le digital. Vous allez voir sur le résultat suivant. C'est un moteur puissant puisqu'il est perçu comme permettant de former la manière dont les professeurs vont enseigner, mais aussi l'éducation que recevront les jeunes générations, leur insertion professionnelle qui sera perçue comme plus positive. Et puis, il y a l'idée que ça rendra et ça facilitera cette accessibilité de l'enseignement à tous. Et donc, c'est quelque chose qui est largement valorisé. Alors, quel sera le rôle de l'enseignant dans ces cadres? Alors, ce qui est intéressant ici de noter, sur la question qu'on a posée, qu'on voit sur le résultat suivant, c'est que, malgré tout, en France, elle reste très traditionnelle, hein. Elle a très largement, à 56%, transmettre la connaissance. Vous voyez qu'on est un peu décalé par rapport à ce que nous disent Britanniques, Américains, Indiens et Africains du Sud, qui eux vont mettre plus en avant à la fois le fait de transmettre l'acquisition des savoirs ou des comportementaux, ou d'enseigner les bonnes méthodes pour apprendre à s'informer seul via les nouvelles technologies, qui sont beaucoup plus perçues comme le rôle de l'enseignant demain dans ces pays. Nous restons sur une vision encore relativement traditionnelle. Euh, Autre point qu'on a abordé dans l'enquête, c'est l'ouverture internationale et qui, vous allez voir, sans surprise, est quelque chose qui est perçu comme aujourd'hui, là encore, indispensable, cette internationalisation de l'enseignement. Alors avec deux choses que je voulais vous montrer ce matin. Le premier point, c'est 85% des Français, comme c'est le cas dans tous les autres pays, majoritairement, nous disent qu'il faut soit faire l'intégralité de ses études, je dirais, à l'extérieur, soit il faut avoir une partie de son enseignement à l'extérieur de son pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est très perçu comme important en France, comme dans les autres pays. Mais autre point qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un impact de la crise que nous venons de vivre, de la crise du Covid, et sur le résultat suivant, vous allez voir qu'il y a une interrogation sur les effets qu'elle va entraîner, à savoir est-ce que cela ou non va limiter les échanges internationaux des étudiants. Et vous voyez, 52% des Français pensent que oui, cela va les limiter, cette crise du Covid, et c'est même beaucoup plus élevé au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où on est à 80% quasiment dans ces deux pays, et c'est la même chose en Inde et en Afrique du Sud. Donc, une interrogation sur les effets de la crise du Covid, sur un mouvement qui est perçu comme évident d'internationalisation, et donc ce sera intéressant de voir comment les choses évoluent de ce point de vue-là. Est-ce que ça se traduit en réalité, ou est-ce que c'est juste un sentiment lié à l'impact et à l'effet massif sur l'opinion de cette crise du Covid? Enfin, dernier point que je voulais en présentation, sur l'impact de l'enseignement supérieur vis-à-vis de la société, et les défis sociétaux qui attendent l'enseignement supérieur sont considérés
comme majeur par la plupart des habitants qu'on a invités. Vous allez le voir, d'abord parce que très largement, il y a cette idée que l'enseignement supérieur ne prend pas suffisamment en compte aujourd'hui, elle ne sensibilise pas suffisamment aux enjeux sociétaux. Alors c'est vrai en France où seuls 24% pensent qu'elle le fait suffisamment, mais c'est vrai un peu moins dans d'autres pays, mais c'est vrai aussi, alors vous le voyez, pour près de 40% des Américains, pour 60% des Africains du Sud et pour près d'un Britannique sur deux. Donc il y a un sujet de ce point de vue-là, et notamment en France. Et dans quel domaine, notamment en termes d'enjeux sociétaux, on a une attente forte vis-à-vis de l'enseignement supérieur? Eh bien, vous allez le voir, en France, c'est le cas avant tout sur la question de la lutte contre les inégalités sociales, avant à 51%, suivi par la préservation de l'environnement à 42%, et puis dans les 4 enjeux sociétés testés, en France, qui arrive en dernier, c'est le racisme, l'acceptation des différences, 29%. Alors cette question, elle a été posée au mois de janvier, avant tout ce qu'on vient de connaître autour de l'événement de la mort de George Floyd, mais vous verrez, vous voyez déjà dans ces résultats que la France était un peu moins sur cette question de la lutte contre le racisme, là où au Royaume-Uni, aux États-Unis et évidemment en Afrique du Sud, c'est un enjeu bien plus important et majeur. Vous voyez qu'en Afrique du Sud, c'est très largement en tête. C'est aussi en tête aux États-Unis. Donc il faudra là aussi voir comment les choses évoluent dans le contexte actuel. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une attente des opinions publiques sur une intégration plus forte de ces enjeux sociétaux. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction et avant les échanges qui vont suivre sur les résultats de cette enquête. Merci beaucoup, Bruno. Nous allons nous tourner vers Emmanuel Mété, directeur général de l'EDEC. Emmanuel, j'ai 3 questions pour vous ce matin. La première concerne le numérique. Bruno vient de nous le présenter. 87% des Français considèrent l'adoption des nouvelles technologies comme bénéfique pour l'enseignement supérieur. Alors, quel regard portez-vous sur l'essor de la digitalisation? Quel chemin, selon vous, reste-t-il à parcourir, que ce soit pour faire évoluer l'enseignement, pour individualiser les parcours des étudiants et même pour être plus résilient face aux différentes crises comme celle que nous traversons cette année? Bonjour Axel, merci. Alors c'est vrai que l'étude, elle dresse, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle dresse un portrait tout à fait passionnant en fait des grandes ruptures qui nous attendent d'ici 2030 et évidemment des grandes attentes que peuvent avoir nos citoyens et les citoyens de différents pays par rapport à l'enseignement supérieur, à l'éducation. Alors s'agissant de la technologie, moi je trouve que la première surprise d'une certaine manière, c'est le fait que la technologie est entrée, je ne vais pas dire dans les mœurs encore, mais en tout cas est entrée dans les esprits. Et on peut dire d'une certaine manière que l'enseignement, l'éducation avait pas tellement évolué, la manière d'enseigner depuis plusieurs siècles, entre le tableau noir, la craie, les livres et des travaux pratiques. Et puis là, tout d'un coup, la technologie, finalement, donne aux professeurs, donne aux institutions des moyens extraordinaires d'augmenter l'apprentissage, de le transformer, de le changer. Et évidemment, il y a beaucoup de résistance. L'éducation, d'ailleurs, est de ce point de vue-là probablement un secteur qui est relativement en retard par rapport à d'autres secteurs en termes d'entrée de la technologie et du numérique. Et finalement, on voit que les gens ont compris que c'était un enjeu et c'est entré, alors si ce n'est dans les mœurs, au moins c'est entré dans les esprits. Je trouve que pour moi, c'est un enseignement réellement intéressant de cette enquête. Alors on en est au tout début. Évidemment, la technologie va transformer les contenus, la technologie va transformer la manière de faire, la technologie va aussi transformer les institutions d'enseignement. Encore une fois, on en est au tout début. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est évidemment que le Covid a accéléré, on le voit bien dans l'enquête présentée par Bruno, on voit bien que les gens finalement ont estimé que le recours à la technologie pendant la crise du Covid avait quelque chose de positif. Il y a un autre élément de l'étude qui n'a pas été présenté, mais qui est intéressant aussi, c'est quand même que si on compare les résultats entre avant et après, il y a une petite baisse. C'est-à-dire que je pense que les gens ont compris aussi, et c'est un peu le paradoxe de la crise du Covid, que si effectivement l'outil technologique allait devenir certainement un élément central pour l'évolution de l'éducation dans les prochaines années,
malgré tout, le présentiel restait quand même quelque chose d'important dans l'acte d'enseignement. Voilà. Merci Emmanuel. Alors, une deuxième question sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur. On l'a vu dans les résultats présentés, 85% des Français considèrent qu'effectuer au moins une partie de ses études à l'étranger est un atout, qu'il faut de l'internationalisation. Mais quand on les interroge sur les principaux enjeux de l'enseignement supérieur, finalement, ils ne sont que 30% à citer l'internationalisation, bien après la qualité des cursus, l'accessibilité, l'accès à l'emploi et les services aux étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe finalement? Et quelle est votre vision à cet élément? Et finalement, qu'est-ce qui est pour vous une bonne immersion à l'international? Alors là, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit paradoxe, il y a peut-être une exception française dans l'éducation. Je crois que tout le monde aujourd'hui aussi a compris quelque chose d'extrêmement important. Mais effectivement, ça vient, alors peut-être parce que c'est là aussi rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les habitudes, ça vient finalement en 5e ou 6e position des préoccupations des Français. Alors, je pense que si je prends l'exemple des grandes écoles, et notamment des grandes écoles de commerce, on a montré que l'internationalisation a été clé dans le fait de délivrer un enseignement, une éducation d'excellence. On a beaucoup progressé, on se classe très bien maintenant dans les grands classements internationaux. Donc on voit bien que le défi international, d'une certaine manière, on l'a relevé. En revanche, ce qui est en train de se passer est quelque chose d'un peu inattendu dans l'évolution de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Pour le dire vite, on rêvait tous d'un monde global, d'un village mondial dans lequel on allait bientôt tous se retrouver. Et évidemment, l'internationalisation des parcours éducatifs participait de cela. Et puis, cet bel élan est en train de se freiner. On le voit depuis quelques années. Des nationalismes se mettent en place. Des frontières se ferment, du protectionnisme. On a vu le Brexit, on a vu aux États-Unis. Vous avez peut-être vu qu'hier, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne délivreraient pas de visa aux étudiants internationaux dont les universités, donc aux États-Unis, reprendraient à distance. Donc ça veut même dire que les étudiants qui sont là-bas actuellement devront partir si les cours se font uniquement à distance. Donc on voit bien que l'internationalisation va certainement changer dans les prochaines années, va un petit peu changer de cap. Je pense qu'au-delà du protectionnisme, on est effectivement dans une phase, on rentre dans une phase post-globale, et il va falloir en tenir compte dans l'internationalisation des études. Et puis il y a aussi, par rapport à la génération qui se présente, à l'évidence, un enjeu climatique qui fait que se déplacer comme on le fait aujourd'hui partout autour du monde, que ce soit les professeurs, que ce soit les élèves, sera peut-être jugé comme moins acceptable finalement que ça ne l'était par le passé. Donc peut-être qu'on pourra faire le lien là aussi avec le sujet précédent, peut-être qu'il faudra digitaliser un peu plus l'expérience internationale de nos étudiants dans les années qui viennent et faire en sorte qu'il y ait un peu moins de déplacements. Mais il faudra trouver le bon moyen pour réellement exposer à l'altérité internationale nos étudiants. Ça sera à mon avis un défi, et là je pense que c'est une vraie rupture par rapport à la continuité dans l'internationalisation des études qu'on a pu avoir depuis une vingtaine d'années. Alors effectivement, limiter les déplacements, c'est une des réponses aux enjeux environnementaux. Et la troisième question que j'ai envie de vous poser, elle a trait aux défis sociétaux qui se posent aujourd'hui pour l'enseignement supérieur. Défis sociétaux qui est, je crois, une priorité stratégique pour l'EDEC. Donc, quand on interroge les Français sur la prise en compte des enjeux sociétaux, ils sont 74% à considérer qu'elle est insuffisante aujourd'hui, et ils attendent beaucoup plus des institutions éducatives. Alors pour ce qui a trait à l'environnement, on vient d'en parler, mais également à la lutte contre les inégalités sociales, à la lutte contre le racisme, à la l'égalité homme-femme. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Alors là aussi, je pense qu'on a un vrai changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Vous l'avez dit, à l'EDEC, on l'a intégré. Donc, on a travaillé sur notre plan 2025 qui s'appelle EDEC for Future Generations. Donc, l'objectif clé est vraiment, dans la mission de l'école, de préparer les étudiants à mettre le business au service de grandes causes sociales, sociétales,
parce qu'effectivement, et on le voit bien dans l'enquête, c'est une véritable attente des sociétés aujourd'hui. Alors, elle se situe à deux niveaux. Il y a un premier niveau et qui est très très sensible en France, hein, c'est le niveau de la méritocratie, l'égalité des chances. Finalement, faire en sorte que tout le monde puisse accéder, selon évidemment ses mérites, à l'enseignement, au diplôme et donc aux carrières qui vont avec. Et ça, c'est un premier effort qu'il va falloir faire, qui est d'autant plus critique que l'enseignement supérieur va coûter, qu'on le veuille ou non, de plus en plus cher par rapport à toutes les missions qui sont les siennes. Donc ça, c'est un premier axe, l'égalité des chances. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que certaines écoles de par le monde se créent sur ce modèle-là. Vous rentrez dans l'école, vous n'avez rien à payer, et vous ne payez qu'à la sortie, une fois que vous avez un job et un salaire qui va avec. Donc on voit bien qu'il y a des nouvelles initiatives qui répondent à ce premier enjeu. Et puis un deuxième enjeu qui est extrêmement fort, c'est une attente très forte des sociétés, des citoyens, envers l'éducation, envers l'enseignement supérieur, pour répondre effectivement aux grands problèmes de société qui sont les nôtres aujourd'hui, le changement climatique, l'inclusion, la parité homme-femme, le racisme, bref, tous les grands sujets, le respect de l'environnement, tous les grands sujets auxquels, j'allais dire, l'humanité a à faire face aujourd'hui. Et d'une certaine manière, la crise du Covid a renforcé encore ces attentes-là, on le voit là aussi dans l'enquête, la crise a renforcé ces attentes envers l'enseignement supérieur pour résoudre finalement ces problèmes. Donc ça va passer dans les années qui viennent par une profonde transformation à la fois des contenus des programmes, à la fois aussi des compétences des enseignants, à la fois de ce qu'on va apprendre à nos étudiants. Ça va passer certainement, en tout cas pour ce qui concerne une école comme l'EDEC, par une hybridation, ce qu'on appelle des enseignements, c'est-à-dire qu'on va évidemment faire de nos élèves de très bons managers, ce qu'ils sont déjà, en tout cas on les prépare à ça, et puis leur permettre de suivre des enseignements dans beaucoup d'autres domaines qui vont les sensibiliser, les rendre aussi spécialistes finalement de ces grands sujets de société sur lesquels l'enseignement supérieur doit aussi porter son attention dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Emmanuel. Nous allons nous tourner maintenant vers Laurent Bigorgne. Alors, en tant que directeur de l'Institut Montaigne et passionné des politiques publiques éducatives, Laurent, quels enseignements doit-on tirer de cette étude sur les politiques publiques à mener? Et il y a notamment une question qui se pose. Bruno en a parlé. L'insertion professionnelle fait partie des items pour lesquels les Français sont aujourd'hui déçus. Ils considèrent qu'à 41% seulement l'enseignement supérieur prépare à l'insertion professionnelle. Donc comment faut-il réagir et justement comment mieux intégrer cette dimension dans les politiques publiques éducatives? Merci Axel et merci à l'EDEC de nous donner aussi cette occasion d'avoir un débat, je crois, essentiel et en même temps appuyé sur des faits au sujet de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut vraiment parler de politique publique parce que le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui interroge les établissements et on sait bien que dans les différents pays qui ont été interrogés, je pense évidemment à la France, mais au-delà au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud, coexistent des modèles privés, for profit, des modèles publics d'enseignement supérieur. Et donc, il n'y a pas évidemment une unicité de politique, mais il y a bien une mission commune qui est celle de l'insertion professionnelle. Ce qui m'a énormément frappé, Axel, c'est le décalage. Que fait ressortir le sondage sur cette problématique. Je pense que c'est un des points faibles, un des points sur lesquels la France est peut-être en décalage avec ces 4 autres pays avec lesquels elle est testée. Et d'une certaine façon, il y a un double décalage. Il y a un décalage avec le sentiment que l'université ne donne pas accès suffisamment à des capacités d'adaptation au monde actuel, puisque le sondage dit qu'en France, 56%, alors c'est encore une fois la perception des gens, mais 56% des gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas assez en situation d'interagir avec le monde actuel, de comprendre l'actuel à l'université. Et c'est un vrai décalage, puisque en Grande-Bretagne, il y a 78% des gens qui disent que l'université permet cette adaptation, aux États-Unis 75%, en Inde 84%, en Afrique du Sud un peu moins 69%. Donc ça, c'est le premier décalage. Et il y a un deuxième décalage, mais c'est un vieux procès fait à l'université française. Et encore une fois,
de la même façon qu'on enveloppe des modèles très différents d'un pays à l'autre, on sait très bien qu'il y a une forte hétérogénéité en France entre les filières courtes, les filières longues, les grandes écoles, les universités, et que donc, évidemment, cette réalité, elle mérite de ne pas être prise comme un bloc de granit, mais elle mériterait d'être passée, évidemment, au tamis de ces différents échelons, ou en tout cas de ces différents types d'établissements. Il n'en reste pas moins que la perception générale, c'est que la préparation à l'insertion professionnelle en France est bien réalisée pour seulement 41% de ceux qui répondent au sondage. C'est 75% en Grande-Bretagne, 72% aux États-Unis, 81% en Inde et 65% en Afrique du Sud. Donc on voit bien que, d'une certaine façon, l'opinion publique n'a pas encore totalement opéré sa réconciliation avec l'enseignement supérieur français ou une partie de l'enseignement supérieur français dans sa capacité d'abord à s'adapter au monde actuel et à y préparer les étudiants, et dans sa capacité à les emmener à une insertion professionnelle réussie. Et donc ça, je pense que c'est bien sûr un enjeu de politique publique, mais ça dépasse les politiques publiques. Je crois que ça doit devenir, ce qui est déjà le cas dans les grandes écoles, ce qui est moins souvent le cas à l'université. Valérie Pécresse avait énormément insisté sur cette dimension au sortir de la loi LRU. Ça doit devenir un critère d'évaluation, j'allais dire, systématique, et pas seulement à bac+5, mais aussi à bac+3. Merci Laurent. Donc on voit bien certaines spécificités dans le sondage entre la France et les autres pays. Et du coup, j'ai envie de vous poser à tous les deux une question sur y a-t-il une exception française et faut-il s'en réjouir sur le rôle, la perception qu'ont les citoyens du rôle de l'enseignant, sur la nécessité de faire face aux différents enjeux, sur la prise en compte des compétences comportementales. Hein, Bruno en a parlé en début sur cette différence qu'on peut voir entre la France et les autres pays. Peut-être en commençant avec vous, Emmanuel, est-ce qu'il y a une exception culturelle française sur cette perception de l'enseignement supérieur et faut-il s'en réjouir? Alors, en tout cas, ça ressort clairement de l'enquête, effectivement. Il y a un certain nombre d'items sur lesquels la France et les répondants français sont vraiment à part. D'abord, alors ça c'est peut-être un tropisme français, mais ils sont globalement plus insatisfaits que les autres. Donc ça, c'est peut-être une caractéristique qui nous est propre, nous Français. Après, effectivement, on voit bien que sur certaines caractéristiques très particulières, donc on a évoqué avec Laurent la satisfaction par rapport à l'insertion professionnelle au placement. Il y a aussi effectivement le type de compétences comportementales qui sont attendues. On voit bien que dans les autres pays, alors qui sont tous quand même plus ou moins de tradition anglo-saxonne, donc c'est peut-être quelque chose aussi à prendre en compte dans l'enquête, mais on voit bien que, par exemple, le travail en équipe, par exemple, est valorisé dans tous les autres pays, sauf en France. On voit bien que la créativité, comme compétence comportementale, est valorisée aussi par les répondants dans tous les autres pays, sauf la France. Et on voit qu'en France, on est sur des éléments peut-être un peu plus traditionnels, d'analyse critique, de capacité d'adaptation, qui est la définition même de l'intelligence, en fait. Donc on est sur des choses peut-être plus cartésiennes, plus traditionnelles. On le voit aussi dans le rôle de l'enseignant, où il y a effectivement une attente. Alors là, c'est peut-être plutôt le signe d'un retard à mes yeux par rapport à des systèmes qui sont plus habitués à la technologie et à l'enseignement à distance, mais une conception de l'enseignant où l'enseignant doit transmettre des connaissances. Et on voit bien que dans le monde dans lequel on va, l'enseignant sera beaucoup moins dans ce rôle de transmission des connaissances, mais il sera probablement dans un rôle plus important, qui sera d'accompagner l'apprentissage de ses étudiants, sachant que la transmission des connaissances pourra être faite de manière, j'allais dire, dématérialisée probablement dans les années qui viennent. Donc oui, il y a une forme d'exception française, pour le meilleur à certains égards, et peut-être pour, je ne veux pas dire pour le pire, mais pour des éléments un peu moins intéressants à d'autres égards. Laurent, sur l'exception française, quelle est ta perception par rapport à ce décalage vis-à-vis des autres pays interrogés? Oui, je pense qu'Emmanuel parle d'or. Il y a 2 points qui m'ont là aussi très frappé dans le sondage, et c'est aussi pour ça qu'il est très précieux d'aller bien sûr regarder ce qui se passe dans l'univers anglo-saxon, mais aussi d'avoir pris, comme cela a été fait, j'allais dire très habilement, des pays qui sont en émergence ou en développement rapide, comme l'Inde et l'Afrique du Sud. La première chose qui est très frappante, s'agissant du rôle de l'enseignement, mais plus globalement de la pédagogie, c'est que il y a une unanimité de tous les pays sur le digital. C'est-à-dire que pour le coup, on aura du mal à trouver des vrais phénomènes de décalage.
tous les pays ont le sentiment que le digital devient, Emmanuel l'a très bien dit, un fait central, si ce n'est le fait central de la pédagogie à l'université. Si ce n'est que, j'y ajoute une nuance, c'est que la France est un peu en pointe sur les attentes. Elle est le pays qui attend le plus. Elle veut la transformation des formats, la transformation des programmes, la transformation des supports et la transformation du rôle des enseignants beaucoup plus que tous les autres. En tout cas, un peu plus, pardon, je corrige mon emportement, que tous les autres. Et en même temps, c'est vrai que les Français nous disent, on continue de voir à l'université une centralité qui est celle du rôle de l'enseignant dans la transmission des savoirs. Alors, est-ce que c'est le fruit effectivement d'un système qui est quand même très resté centré sur les concours? Est-ce que c'est le fruit d'un système qui a une matrice très forte, qui est la colonne vertébrale du lycée? Vous savez qu'il y a une réforme du lycée qui est en cours justement pour revoir certains de ces éléments et qui fait de l'enseignement vertical, de l'enseignement descendant, la pièce maîtresse du système éducatif français. Ça a été très battu en brèche, en tout cas cette conception a été très battue en brèche par Yann Angan et Pierre Cahuc quand ils ont écrit La Société de défiance, disant au fond, c'est l'enseignement très descendant, c'est le modèle très centralisé et très descendant éducatif français qui crée cette défiance, ou en tout cas qui est un des facteurs, et jamais une seule cause, de cette défiance dans la société française. En tout cas, c'est vrai que les enseignants aujourd'hui sont attendus dans les 4 autres pays interrogés sur une palette plus large que la seule transmission des savoirs ou des connaissances. Ils sont attendus, effectivement, Emmanuel l'a dit, sur le développement d'autres capacités chez les étudiants, ce qu'on appelle un certain nombre de soft skills. Ils sont attendus sur le travail en groupe, ils sont attendus sur la motivation. Alors, est-ce qu'il y a là des conceptions anthropologiques différentes? Assurément, mais est-ce qu'il y a là aussi le fruit d'une organisation différente, mais aussi d'une vision différente du rôle des universités et à l'intérieur du rôle des enseignants dans les universités? Sans doute aussi. Et je pense que de ce point de vue-là, dans de trop nombreux cas, et encore une fois, je pense qu'il faudrait pouvoir séparer, non pas à l'intérieur de l'enseignement supérieur, mais au fond les différents enseignements supérieurs français, pour dire que la matrice n'est pas partout la même. Et on a sans doute des endroits à l'université qui ont énormément évolué, on a sans doute des endroits dans les grandes écoles qui ont eux aussi, voire même encore un peu plus, énormément évolué, et puis on a des endroits qui sont restés très à l'écart de ce type d'évolution, des formats d'enseignement qui sont restés très à l'écart, parce qu'il faut aussi reconnaître que, par exemple, innover quand on a des amphithéâtres de plusieurs centaines d'étudiants qui ont été mal orientés en premier cycle, ça n'est pas la chose la plus facile du monde. Passer à une autre conception que celle de la transmission descendante des savoirs quand on est face à un amphi de 300 ou 400 étudiants de droit ou de première année de droit dans telle ou telle université, ça n'est pas la chose la plus facile. Innover de la même façon en premier cycle, quand tout est drivé par les concours, ça n'est pas chose évidente. Hein, et on a peiné, on a attendu, maintenant le mouvement est largement lancé, mais par exemple à créer des badge corps qui sont des instruments d'innovation et aussi d'internationalisation d'un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, et pour le coup, s'agissant plutôt des écoles. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de freins, que ces freins culturels, mais aussi organisationnels, placent aujourd'hui la France en situation de décalage. Alors, et je suis trop long, mais je m'interromps là, on aura soit ceux qui nous diront, mais ça c'est l'exception culturelle française, il faut les garder à tout prix. Je ne suis pas tellement dans cette veine-là. Soit ceux qui diront, il faut savoir hybrider ce qu'il y a de formidable et d'universel dans l'enseignement français, mais avec les attentes qui sont celles exprimées par le marché du travail et évidemment par les étudiants. Merci Laurent. Alors il y a une attente qui est très forte, hein, qui apparaît de manière très prégnante dans l'étude. D'accroître l'égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur. Comment aller plus loin, justement, pour répondre à ces attentes? Question pour vous, Emmanuel. Donc, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort. Bon, les grandes écoles, et en particulier les grandes écoles de commerce, sont régulièrement interpellées sur ce sujet. Elles l'ont été encore récemment. Je crois que vraiment c'est pas d'ailleurs qu'une question j'allais dire, de bon sentiment, d'ouverture d'esprit. C'est vraiment une question de contrat social. C'est une question de méritocratie qui est dans la tradition de l'enseignement et de l'éducation en France. Et les grandes écoles doivent s'inscrire aussi dans cette
dans cette logique-là. Je veux dire, un diplôme qui est ouvert aux 10% supérieurs d'une société, finalement, ne remplit pas sa mission. Donc tout l'enjeu, effectivement, il va être pour les grandes écoles, pour une école comme l'EDEC, effectivement, dans les années qui viennent, d'augmenter l'accès au diplôme pour tous les étudiants. Alors aujourd'hui, il y a déjà énormément qui est fait. Finalement, parfois il y a un peu le cliché des grandes écoles, et notamment des grandes écoles de commerce réservées aux riches. C'est vrai que dans un contexte français, peut-être pas dans un contexte international, mais dans un contexte français, nos diplômes sont chers. Et c'est vrai que de plus en plus, il nous faut aider les étudiants les plus défavorisés. Donc il faut savoir que, par exemple, l'EDEC reverse finalement à ses étudiants les plus défavorisés 10 millions d'euros par an, donc c'est 15% des frais de scolarité que l'on peut collecter. Et on va encore, d'ici 2025, évidemment, accentuer fortement ces dépenses, à la fois pour aider, j'allais dire, les étudiants les plus défavorisés, et puis même pour payer la quasi-entièreté des frais de scolarité des étudiants qui vraiment en ont besoin. Donc il y a beaucoup qui est fait, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est un enjeu essentiel. Je sais que Laurent a aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est un sujet qui lui tient évidemment à cœur. Je le laisse répondre également. Oui, dans les quelques minutes qui nous restent, puisqu'on arrive bientôt à la fin de ce live event, Laurent, l'égalité des chances, comment faire mieux? Comment faire mieux? D'abord, comme le dit Emmanuel, le devoir de faire mieux. Je pense que c'est sans doute depuis 2 décennies le dossier noir de l'enseignement supérieur français. Je dis pas que rien ne s'est fait, mais trop peu au regard des attentes, de sorte qu'à la fois aujourd'hui, il y a le sentiment chez toute une partie de la population que, en réalité, les portes de l'enseignement supérieur sont restées fermées. La France stagne, hein, un peu en deçà des 40% à l'accès aux études supérieures. C'est pas le cas de pays qui sont dans notre panel, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, où il n'y a pas cette stagnation. Il y a même eu, avec les politiques de droit de scolarité, alors je sais que c'est inaudible en France, mais il faut quand même le dire, au Royaume-Uni, une vraie démocratisation de l'accès aux études supérieures. Ce qui me frappe, c'est que dans le sondage, c'est la préoccupation principale quand on essaye de fixer auprès des opinions publiques les enjeux prioritaires pour l'enseignement supérieur. C'est un échec depuis 2 décennies. Je vais dire tel que je le pense, c'est un échec fort de l'actuel gouvernement, qui n'a rien fait en la matière et qui, à mon avis, devrait maintenant se saisir de façon très très forte de cette question, sachant que je suis très sensible à l'approche que développe Emmanuel. Ça n'est pas qu'une question d'aide sociale. Accéder aux études supérieures, c'est aussi avoir la chance de pouvoir compter, de pouvoir espérer des revenus futurs, une qualité de vie au travail, une qualité de vie tout court, une espérance de vie beaucoup plus forte que si on n'y a pas accès. Et donc, il me paraît normal à ce moment-là qu'on puisse introduire de nouveaux modèles économiques, qu'on ait ces débats. C'est aussi une façon sur, j'allais dire, le financement des études supérieures, sur le financement des politiques d'égalité des chances. C'est une façon de sortir d'une approche assez misérabiliste dans laquelle les pouvoirs publics de gauche comme de droite et les pouvoirs publics actuels se sont laissés enfermer. Et je le dis très sincèrement, si on n'est pas capable de poser ces débats sur, au fond, la fausse bonne idée qu'est la gratuité de l'enseignement supérieur, au sens où elle prive les plus défavorisés d'un accès de qualité aux études supérieures. Si on n'est pas capable de poser ce premier débat, et un autre débat que je mets d'une certaine façon en jetant la pierre dans la cour des grandes écoles, mais le débat du malthusianisme. Si on n'est pas capable d'affronter ces deux débats, on n'y arrivera pas. Le malthusianisme, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on ne peut véritablement démocratiser. C'est un peu l'exemple de Sciences Po, mais il n'y a pas de Sciences Po dans la vie, hein, on pourrait prendre quantité d'autres exemples. On ne peut démocratiser que si on élargit le corps. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on passe de 7 à 30% de boursiers si, sur une période suffisamment longue, on a une augmentation du nombre d'étudiants. Et je pense qu'aujourd'hui, la France ne se donne pas, de ce point de vue-là, les moyens de ses ambitions, ni de démocratisation, ni d'ailleurs d'internationalisation, alors que le sondage fait bien ressortir qu'il y a un goût, il y a un appétit, il y a une compréhension de ce qu'il faut internationaliser l'enseignement supérieur. Et nous, on reste au final extraordinairement malthusien, y compris à rebours des attentes qu'on a cherché à cultiver chez les étudiants. Donc là, il y a vraiment un sujet sur lequel les grandes écoles sont très engagées, sur lequel les universités sont très engagées. Il n'en reste pas moins qu'il faut maintenant des résultats, et c'est aussi à l'État de savoir ce qu'il veut, c'est-à-dire est-ce qu'il veut discourir ou agir. Merci beaucoup Laurent.
On arrive à la fin de notre restitution de ce matin. J'ai envie de confier à Emmanuel la lourde responsabilité du mot de la fin, en tout cas de la thématique de fin. S'il fallait retenir un enseignement, un élément particulier sur cette enquête et s'il fallait partir dans notre journée avec cet enseignement, quel serait-il selon vous, Emmanuel? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour réfléchir plus avant sur l'avenir de l'enseignement supérieur? Lourde tâche. Alors, je vais d'abord vous remercier Laurent et l'Institut Montaigne, avec qui c'est évidemment un plaisir de coopérer sur cette étude. Remercier aussi Bruno Jambard Opinionway. Alors, pour conclure très rapidement, il faut se projeter à 2030. 2030, on va accueillir dans l'enseignement ce qu'on appelle les générations alpha, c'est-à-dire nos petits jeunes qui sont nés à partir de l'année 2010. C'est l'invention de l'iPad. Donc, ils ont deux caractéristiques, à mon sens. C'est que, la technologie, pour eux, ça sera juste un prolongement de leur corps et de leur cerveau. Donc, si on ne fait pas rentrer fortement la technologie dans l'enseignement, à la fois comme vecteur d'enseignement, à la fois dans les contenus, et comment bien utiliser cette technologie, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et je crois que le deuxième enjeu, c'est qu'ils ont grandi justement avec toutes les peurs finalement de notre société, le changement climatique, la crise du coronavirus quand même, qu'ils auront vécu là comme jeunes enfants. Et ils ont une envie, ils auront probablement une envie qui sera de faire changer le monde, de faire changer les choses, de effectivement mettre le business, l'économie au service de la société. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment déterminant dans les 10 prochaines années. Et il y a quelque chose, c'est peut-être le dernier point que je retiendrai de l'étude et qu'on n'a pas finalement évoqué, qui est l'esprit d'entreprise. Finalement, beaucoup de répondants ont estimé que l'esprit d'entreprise, en France comme ailleurs, donc c'est quelque chose à souligner, l'esprit d'entreprise est quelque chose qui devait être développé chez nos étudiants et dans les études. Et je pense que si je devais garder une idée pour aujourd'hui et pour les années qui viennent, c'est ça. Je pense que l'entrepreneuriat est finalement ce qui va à la fois être un moteur intéressant d'enseignement et d'inspiration pour nos étudiants et quelque chose qui permettra à l'enseignement supérieur de remplir sa mission vis-à-vis de la société. Faisons confiance à l'esprit d'entreprendre des nouvelles générations. Merci beaucoup Emmanuel Metté, merci beaucoup Laurent Bigorgne et Bruno Jambard d'avoir partagé vos enseignements et votre analyse ce matin sur les nouvelles frontières de l'enseignement supérieur. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente journée.